Le dimanche 28 septembre 2016 a eu lieu au 177 rue de Charonne à Paris, dans le 11e arrondissement de la capitale française, une conférence débat organisée par l'association Les Amis de Laurent Gbagbo, dont les conférenciers étaient le professeur Albert Bourgi, professeur de droit constitutionnel à l'université de Rennes, en France, et de maître Abiba Touré, avocate au barreau de Saint-Denis et avocate de la famille Gbagbo. Ils sont venus très nombreux de toutes les contrées de France, ces Africains et Ivoiriens qui, en aucun cas, ne voulaient manquer à ce débriefing du premier round du procès du président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, qui a débuté le 28 janvier 2016 et a pris fin le 15 février pour la première phase et qui reprendra le 7 mars au 23 mars 2016. Il faut noter qu'étaient présents à ce grand rendez-vous certains partis de l'Internationale socialiste tels que le PIT du Sénégal et le MPP du nouveau président du Burkina Faso, M. Roch Christian Mac Kaboré, et de certaines associations panafricaines. M. Dogbo Raphaël, président de l'association, a pris la parole pour planter le décor de la rencontre. Bienvenue aux partis politiques, bienvenue aux associations, bienvenue à tous les militants, bienvenue aux panafricains qui sont là nombreux et que je salue. Et je ne vais pas beaucoup tenir le crachoir parce que je sais que vous attendez d'écouter le professeur Albert Bourgi et notre ami Maître Abiba Touré. Que cette écoute soit fertile et que surtout les échanges qui vont suivre nous permettent de savoir un peu plus ce qui s'est passé, ce qui va se passer et qu'est-ce qui en sera. Je vous remercie, mesdames, messieurs. À sa suite, le professeur Albert Bourgi interviendra sur la CPI, une institution politisée. Merci en tout cas de m'avoir invité à parler notamment de la Cour pénale internationale. Mais je crois qu'il est bon de rappeler un peu cette évolution qu'elle a vécue, cette Cour pénale internationale. Une Cour pénale internationale, je le signale tout simplement, qui lorsqu'elle a été créée en 98, lorsque le statut de Rome, bien évidemment, a été mis sur les rails, et que ce statut de Rome a réuni les ratifications requises pour qu'il puisse entrer en vigueur. C'est-à-dire depuis 2002, en fait, l'entrée en vigueur de la Cour pénale internationale, bien sûr, il y a eu un certain nombre de faits qui ont été en quelque sorte martelés autour de ce qui était considéré comme une véritable révolution, qui allait garantir l'impunité, qui allait surtout s'attaquer, à l'époque, je me souviens, aux régimes autoritaires. On estimait qu'il n'y avait pratiquement pas d'agencement institutionnel, d'agencement politique qui permettait en quelque sorte, ou même judiciaire bien sûr, qui permettait de mettre un terme parfois aux agissements d'un certain nombre de régimes autocratiques. Mais rapidement, cette Cour pénale internationale a dévié bien sûr de ce qu'elle devait être. Et j'ai envie de dire que près d'une quinzaine d'années après son entrée en fonction en 2002, l'avenir aujourd'hui de la Cour pénale internationale s'assombrit. L'avenir de la Cour pénale internationale est sérieusement remis en cause et qu'on est loin, en tout cas, des qualificatifs élogieux qui avaient accompagné sa création. Je me souviens, puisqu'à l'époque, nous étions, pourquoi pas, des militants d'une cour qui allait véritablement se mettre devant les agissements dictatoriaux, autocratiques d'un certain nombre de régimes, pas simplement des régimes africains, mais à travers le monde. Eh bien, à l'époque, je me souviens que Kofi Annan, qui était secrétaire général des Nations Unies, avait dit que la création de la Cour pénale internationale était la chose la plus importante après la création de l'Organisation des Nations Unies en 1945. C'est dire qu'il y avait des espoirs qui étaient portés sur cette Cour, même si ces espoirs, bien sûr, étaient quelque peu, à mon avis, trop ambitieux, non seulement ambitieux, mais prétentieux par certains côtés, puisqu'on aura l'occasion de voir que Kofi Annan n'a pas brillé justement par sa façon d'intervenir lorsque la Cour pénale internationale a commencé à dévier dans les années 2000, je me souviens, il s'est tout simplement, pardonnez-moi l'expression, mis aux abonnés absents
lorsque la crise électorale a éclaté, la crise post-électorale comme on dit, lorsque surtout les grandes puissances, et en particulier les membres du Conseil de sécurité, les membres permanents du Conseil de sécurité, se sont véritablement arrogé le pouvoir de saisir la Cour pénale internationale, de l'orienter et bien évidemment d'en faire un petit peu leur instrument de domination, leur instrument bien évidemment politique, en matière notamment de domination, en matière de satisfaction de leurs intérêts. Il faut simplement rappeler que les accusations de politisation de la CPI avaient été, et c'est là le paradoxe, avaient été à l'époque soulevées par les grandes puissances. Les États-Unis d'Amérique, surtout, la France, entre autres, et bien évidemment la Russie, la Chine, et pour la France, même si, disons, le pouvoir en place avait réussi à surmonter ces appréhensions, il n'en fut pas de même pour les États-Unis d'Amérique, puisque paradoxalement, les États-Unis d'Amérique, on aura l'occasion d'en parler, qui ont le pouvoir, à travers bien sûr leur position au sein du Conseil de sécurité, de saisir la Cour pénale internationale. Ils l'ont fait notamment au Soudan, à propos du Darfour. Et bien, les États-Unis ne font pas partie de la Cour pénale internationale, s'en sont tenus à l'écart. Qui ont créé la Cour pénale internationale, ce sont eux qui aujourd'hui dirigent la Cour pénale internationale à travers l'Assemblée des États partis au statut de Rome, et c'est bien évidemment vers, comment dirais-je, ces promoteurs, et en particulier ces protecteurs, qu'elle s'est tournée en 2011. Elle était au Quai d'Orsay pour faire campagne pour sa candidature au cabinet du procureur, comme chef du cabinet du procureur. Elle est allée, elle a rencontré, 2011, que je sache, il y avait un Sarkozy, donc elle est allée là-bas, et j'imagine 2011, faites un peu le rapport, c'était l'année où Laurent Gbagbo était déporté, était transféré à La Haye, c'est l'année aussi où était enclenchée la procédure, donc qui allait être bien sûr biaisée, une procédure qui allait conduire bien sûr Laurent Gbagbo devant la Cour et dans les premiers, en tout cas, les premiers stades de la procédure engagée par la CPI. Merci. Pour terminer, Maître Abiba Touré reviendra sur le moment fort du procès Laurent Gbagbo et Blé Goudé. Quelle analyse, quelle perspective? Les éléments forts de cette première partie du procès, qui a duré que 15 jours, j'ai envie de dire beaucoup de déceptions. Beaucoup de déceptions parce que on se rend compte qu'effectivement les éléments sont assez faibles, très légers, pour ne pas dire inexistants. L'accusation a beau nous dire « oui, mais vous allez voir, j'ai plus de 700 preuves, j'ai ceci, j'ai cela », c'est pas ça le problème, c'est la qualité des preuves. Parce que si toutes ces preuves sont du niveau que l'on a vu, je vois pas en quoi on pourrait aboutir à une condamnation. Et surtout, ça voudrait dire qu'il aura fallu plus de 5 ans d'enquête pour ça. Ça paraît quand même extrêmement fragile d'un point de vue strictement juridique. Maintenant, nous verrons comment la suite du procès va se tenir et quels sont les éléments probants. Mais j'ai l'impression, moi personnellement, avec cette ouverture de procès, c'est qu'on veut faire dans de l'émotion. Quelles sont les différentes hypothèses qui pourraient se produire? Je dirais que quelle que soit l'hypothèse, la Cour pénale internationale y perd. Quelle que soit l'hypothèse. Ouais. Pourquoi? Parce que soit elle acquitte le président Laurent Gbagbo à l'issue du procès, et dans ce cas-là, tout le monde va s'interroger sur ces pratiquement 10 années de détention. Tout ça pour ça, on va lui dire. Humiliation, bombardement, transfert, procès humiliant, rejet de toutes les demandes de mise en liberté, pour l'acquitter? Ou elle le condamne. Mais le problème qu'elle a, c'est que les Ivoiriens suivent le procès. Et on voit bien la faiblesse des éléments de preuve qui sont présentés et leur absence de lien avec le président Laurent Gbagbo. Donc même dans sa condamnation, elle apparaîtra comme une condamnation politique. Et puis le condamner à quoi? Si elle le condamne pour une période couvrant sa période de détention, c'est-à-dire 10 ans, personne ne sera dupe. On va dire oui, mais comme vous l'avez détenu 10 ans et que vous n'avez rien contre lui, bon, voilà quoi.
condamner à 10 ans, histoire de dire que vous avez quand même raison. Et puis bon, vous le remettez en liberté à l'issue du procès. Voilà ce que ça veut dire. Donc c'est politique, parce que, soyons sérieux, si véritablement il s'est rendu coupable de crimes contre l'humanité, bon, le condamner à 10 ans peut paraître aberrant. Ici, c'est une condamnation pour un meurtre. Bon. Le condamner à 30 ans ou 40 ans, ça signifie tout simplement le tuer, en réalité. Bon. Le tuer aussi, ça ne fait pas les affaires de la Cour pénale internationale, parce qu'elle se décrédibiliserait davantage. Les gens diraient, mais vous avez condamné un individu, un homme à 30 années, avec les éléments de preuve que vous nous avez présentés? Avec des documents falsifiés? Avec des éléments, des personnes qui vous disent qu'elles n'ont pas vu, qu'elles n'ont vu personne, mais qui émettent des hypothèses, des rumeurs, qui véhiculent des rumeurs? C'est ça vos éléments de preuve? Voilà le problème. Et son problème par rapport à une telle condamnation, encore une fois, c'est la mobilisation des Ivoiriens. C'est ça son gros problème. Alors, elle pourrait, c'est une hypothèse aussi, dire, bon, mes éléments de preuve ne sont pas suffisants, alors je suspends mes poursuites. On rentre dans le schéma un peu kényan. Une suspension. Une suspension n'est pas un abandon des poursuites, hein. C'est une suspension. Donc vous avez toujours une épée de Damoclès comme ça sur la tête. Bon, pour les Ivoiriens, ça soulagerait en tout cas, parce qu'on se dirait, bon, au moins le président Laurent Gbagbo n'est plus détenu, il est remis en liberté, etc. Mais quand même, on a un peuple, les Ivoiriens sont un peuple aujourd'hui traumatisé, qui a besoin de se réconcilier, mais qui a besoin aussi que justice se fasse. Parce qu'il est hors de question, avec tout ce qui s'est passé, qu'on revient dans un schéma d'impunité. Le problème, c'est que la suspension des poursuites, une mise en liberté du président Laurent Gbagbo, à l'heure actuelle, fait peur à qui? À tous. Chacun, vous avez vos réponses, je n'ai fait que poser la question. En tout cas, c'est pour vous dire que c'est extrêmement complexe. En réalité, ce n'est pas aussi simple que ça. Alors, il y a le schéma aussi, et ça a été évoqué par le professeur, qui est le retrait des États africains. Mais il faut éviter de se laisser duper. Pourquoi? Supposons que les États africains se retirent. Tout de suite. Ça ne change rien pour nous. Le procès, lui, se poursuit. Oui, les États africains se retirent. Et à la rigueur, je vous dirais même, ça arrange même Ouattara, parce qu'il va dire, ah, moi l'Union africaine a dit qu'on se retire, je me retire. Hein. Donc il se retire. Conséquence, plus d'extradition, plus de Soro à la CPI, plus de Comzone à la CPI, plus rien. Alors, vous allez dire, ah oui, mais Soro, il a déjà annoncé sur le perron de l'Élysée que de toute manière, il ne transférerait plus personne. Voilà. Mais c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lui qui émet les mandats d'arrêt. Mais qu'il transfère ou pas, ça, c'est pas notre problème. Le problème, c'est quoi? C'est que Mme Bensouda, qui dit se préoccuper de toutes les victimes, c'est à elle de délivrer les mandats d'arrêt concernant les personnes suspectées d'avoir commis les crimes les plus graves en Côte d'Ivoire. Et si la Côte d'Ivoire doit devenir une prison à ciel ouvert pour tous les Comzone, mais tant pis pour eux. Que Ouattara décide de ne pas les transférer. Mais ça, c'est pas notre problème. Les États doivent certainement coopérer. Mais Ouattara va nous expliquer que lui, il est un État souverain, parce que tout d'un coup, il va se rappeler de la souveraineté de la Côte d'Ivoire, et qu'en gros, lui, il n'entend pas poursuivre. Il n'entend pas, en tout cas, déférer au dictat de la Cour pénale internationale. Mais le problème, c'est qu'un mandat d'arrêt international émis par ces Comzone les dérange énormément. Donc, en réalité, quand M. Ouattara dit ça, bon, lui il dit ce qu'il veut, on ne s'attendait pas à grand-chose de sa part. Mais Mme Bensouda aurait dû en tirer les conséquences.
en disant, bon, j'ai compris, comme il n'entend plus coopérer, puisque c'est ça qu'il lui dit, alors qu'elle nous avait expliqué le contraire durant l'ouverture du procès, elle aurait dû en tirer les conséquences et dire, mais je décèle les mandats dans ces cas-là. Encore une fois, le retrait des États, ça arrange Ouattara, dans l'absolu. Alors oui, d'un point de vue panafricain, entendons-nous bien, d'un point de vue panafricain, évidemment, je souhaite le retrait de tous les États africains, évidemment. Mais ça ne change rien au sort du président Laurent Gbagbo. Son procès, lui, va se poursuivre. Et le retrait va permettre à Ouattara de dire, comme on s'est retiré, moi je n'ai pas à livrer qui que ce soit. Concrètement, il est important de continuer de se mobiliser. Il est important de continuer à se rendre à la haie. Il est aussi important, puisqu'on voit, l'accusation dit qu'elle suit énormément Facebook. Pourquoi? Parce que les gens interviennent. Les gens interviennent. La difficulté, c'est qu'on est jugé, et c'est le problème, c'est aussi de la Cour, c'est que les personnes qu'elle juge sont des personnes qu'elle ne connaît pas. Les magistrats qui jugent sont culturellement très éloignés de la Côte d'Ivoire. Ils sont très éloignés des cultures africaines, du parler africain. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent absolument pas. Réduire la Côte d'Ivoire en une guerre nord-sud est aberrant. Réduire la Côte d'Ivoire à une guerre musulman-chrétien est ridicule. Réduire la Côte d'Ivoire à un combat pro-Gbagbo contre pro-Ouattara est absurde. Donc, concrètement, quand on voit même le fonctionnement du procès, souvent les gens, on l'avait vu dans la salle d'audience, les gens réagissent. Et vous avez des policiers qui disent « Non, taisez-vous, calmez-vous, ou sinon on vous expulse, on vous sort de la salle. » Mais comment voulez-vous que les gens ne réagissent pas lorsqu'on parle de leur pays, lorsqu'on parle des événements que tous les Ivoiriens connaissent, mais de manière complètement hallucinante? C'est normal que les gens réagissent. Et surtout, regardez, il y a une scène qui m'a fait rire, c'est quand l'accusation, à un moment donné, pose une question et elle demande à l'une des personnes, c'est quoi le BISAP? Ça nous fait rire, mais c'est vous dire à quel point c'est affligeant. C'est quoi le BISAP? Bon, je vais m'arrêter là, mais tout ça pour vous dire qu'effectivement, la difficulté que l'on a, et c'est pour ça aussi que j'étais nécessairement plus favorable, si ça poserait un certain nombre de problèmes au-delà du côté panafricain à une cour continentale, plutôt qu'à la Cour pénale internationale qui a montré ses limites, qui s'est discréditée en soi, et je vous l'ai indiqué, quelle que soit l'issue de ce procès, elle a perdu. À leur suite, la parole fut donnée aux représentants des partis politiques, associations et certains participants. C'est éminemment politique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est au niveau... Bon, je n'attends pas grand-chose des autorités françaises, des autorités du monde occidental. Parce que c'est elles qui ont installé Ouattara. Et donc, libérer Gbagbo, pour elles, c'est fragiliser Ouattara, et elles ne peuvent pas s'engager là. Mais, que je sache, il y a des chefs d'État en Afrique. Il y en a même qui se sont réclamés du même camp que Laurent Gbagbo dans l'internationale socialiste. Ceux-là, il faut qu'ils soient en première ligne. Il n'y a pas qu'Issoufou, il y en a plusieurs. Et j'espère que, pour la plupart, ils ont des situations politiques suffisamment assises pour faire des gestes politiques à l'égard de Laurent Gbagbo. Je le dis parce que je sais que pour eux, c'est un énorme risque par rapport à leur sécurité, je passe la sécurité de leur pays, etc. Tout ça est très compliqué. C'est pourquoi il faut qu'ils s'appuient sur la démarche des anciens chefs d'État, mais qu'ils aillent aussi loin. Il ne s'agit pas de dire « Ah, la CPI, il ne faut pas être trop méchant avec Gbagbo ». Il s'agit de dire « Gbagbo ne peut pas être à la CPI ». Et ça, si vous voulez, c'est le deuxième cran politique. Et la troisième chose sur laquelle je voulais intervenir, et ça c'est aussi notre boulot, parce que nous ne sommes pas chefs d'État d'Afrique et nous ne sommes pas chefs d'État en Europe. Notre boulot, il y a des choses qui sortent.
ce qui est en train de se dire sur le bombardement de Bouaké. Le fait que la juge Kéris est en train de dire « Monsieur de Villepin, Madame Alliot-Marie, Monsieur Barnier, devant la Cour de justice de la République », ça, nous devons l'utiliser. Quand on entend Guillaume Soro, convoqué par la même juge Kéris, en plus, ses écoutes téléphoniques, où lui-même déclare qu'il est un assassin, puisqu'il dit « Tu as vu comment on s'est occupé d'Ibé, etc. Si on n'avait pas fait, on ne pourrait pas être comme ça aujourd'hui. » Voilà, tous ces éléments qui sont en train d'apparaître sont des éléments qui peuvent contribuer à notre rapport de force politique. Moi, je le dis très crûment. J'ai eu pendant très longtemps un grand sentiment d'impuissance face à cette montagne qu'on a en face de nous, qui est la CPI apparemment, mais qui est en réalité le monde occidental. La CPI, elle n'a géré fondamentalement que deux choses. Comment installer Ouattara et faire qu'il soit installé, et comment installer Kabila. C'est tout. Et je peux dire que pour Kabila, il est allé au pouvoir grâce à un très bon accord entre Washington, Bruxelles et Paris. Parce qu'un gars qui était quasiment inconnu, qui 15 jours après sa nomination comme chef d'État, je dis bien sa nomination, va à Washington, à Bruxelles, et a la maladresse de dire qu'il a fait une escale technique à Paris, qu'avec ses Chirac à l'époque, je crois qu'elle est là le rôle de la CPI. C'était écraser un chef d'État qui a remis en cause l'ordre franco-africain, et Kabila, étant donné la position fondamentale du Congo sur le continent africain. Je crois qu'il est là. Comme l'a dit Albert à l'instant, et comme l'a dit Abiba, c'est profondément politique. Abiba mène un combat au niveau en tant qu'avocate. Et elle a raison d'utiliser toutes les ficelles. Mais elle-même est la première consciente que c'est une montagne politique. Albert le sait. Nous savons tous que c'est une montagne politique. Je crois qu'il faudra continuer avec beaucoup de courage, mais c'est très bien, franchement, que l'association ait fait cette réunion, c'est très important, mais je crois qu'il faut passer le mur médiatique, parce que franchement, il faut utiliser cette histoire de Villepin à Alliot-Marie à fond. Il faut utiliser aussi à fond tout ce qui se dit sur Soro, Compaoré, etc. Et là, les gens comprendront véritablement pourquoi Laurent Gbagbo est un otage et que cette réconciliation en Côte d'Ivoire ne se fera que s'il est vivant, mais surtout libre. Merci. À la fin de la cérémonie, Event News TV, votre télé au cœur de l'info, au cœur de l'événement, a tendu son micro aux représentants du MPP, de Roch Christian Macabouré, M. Silini Célestin, aux représentants du PIT Sénégal, du professeur Ahmad Tansongo, et à Mme Topo Léontine, des Femmes Patriotes de France. Nous les écoutons. Je suis monsieur le camarade Nabaloum Sibiri, secrétaire général du MPP, section France. Au fait, j'ai été invité à cet événement-là par le camarade Koudou. Donc je me suis dit, en tant que camarade et appartenant tous à la même maison, l'Internationale socialiste, il était de mon devoir de venir les accompagner dans leur lutte. Mais cela ne veut pas dire que je fais partie pris au sujet. Donc, ma question est claire. Je suis venu pour comprendre, écouter en tant qu'Africain, et au-delà même de ça, je suis aussi un parti politique qui soutient lorsque mes camarades de l'Internationale socialiste ont un programme. Non, le MPP aujourd'hui ne cherche qu'à que justice soit faite. Parce qu'en tant que parti politique, même chez nous, ce genre de choses appartient à la justice. Donc même le président Christian Kaboré n'a pas de mot à dire dessus. Il appartient, la justice est libre de décortiquer et dire ce qu'il faut. Ne peut pas être partie prenante dans la justice. Bon, moi je ressens un peu la fuite en avant. Parce qu'après avoir été le premier responsable d'un pays et pour des questions politiques, aller prendre une autre nationalité, ça s'appelle une fuite en avant. Et je pense qu'il pouvait se présenter à la justice de son pays pour aller jusqu'au bout. Voilà ma position. Mais quand je vois ses camarades, des gens qui le supportaient, et qu'il met ces gens par terre et puis prendre une autre nationalité d'un autre pays, bon, l'avenir nous le dira. Mais ça ne veut pas dire que le mandat international qu'on a lancé contre lui est supprimé. Non, le Burkina, comme le président Christian Macabouré l'a dit, le Burkina maintient son mandat d'arrêt. Alors, donc, je suis Seth Diop, membre du PIT Sénégal,
plus précisément président de la coordination de France du PIT Sénégal. Voilà, donc notre présence à cette rencontre, cette conférence débat, pour donner des informations sur le déroulement du procès et soutenir également évidemment Laurent Gbagbo. C'est une présence qui est tout à fait naturelle, d'autant plus que, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre président d'honneur est un vieil ami de Laurent Gbagbo, président d'honneur qui est donc Amath Dansokho. Un vieil ami de Laurent Gbagbo à qui il rend visite. Donc Amath Dansokho n'hésite pas une seconde dès qu'il a le temps, quand il passe en Europe, de faire un crochet à La Haye pour rendre visite donc, à Laurent Gbagbo. Voilà, indépendamment de ce lien fraternel entre nos deux dirigeants, donc Amath Dansokho et Laurent Gbagbo, le PIT Sénégal est, comme on le sait, engagé à la libération totale de l'Afrique. Quand on parle de libération, maintenant, on parle de libération économique, évidemment. Et on comprend que le procès qui est fait à Laurent Gbagbo est un procès politique, évidemment, mais comment dirais-je, en train de défendre une sorte de recolonisation économique de l'Afrique. Je suis Madame Topo Léontine, présidente des femmes patriotes ivoiriennes de France. C'est vrai, j'ai été absente pendant 1 année et demie sur la chaîne politique et puis dans la lutte patriotique. J'ai été très malade, longuement malade. J'ai même failli être paralysée, Dieu merci, j'ai été guérie. Donc je suis là ce soir à la conférence des amis de Gbagbo, là où j'ai été invitée. Ça a été ma première grande sortie. Et je ne pouvais pas rester chez moi pendant qu'il y a le jugement de Laurent Gbagbo qui passe actuellement à la CPI, où ses amis se mobilisent pour nous donner des informations. Je ne pouvais pas rester chez moi sans être là. J'ai été invitée, je suis venue, je suis très contente. Et je demande à tout le monde, et aux Ivoiriens comme les Africains, que oui, on est attaqué, on est agressé par l'Occident, plutôt les Occidentaux. Donc il faut que maintenant, il est temps que les Ivoiriens, les Africains surtout, les pays, même le pays, la sous-région, nous on est des Ivoiriens, mais il faut que la sous-région commence à se mobiliser, se mettre ensemble et puis aller lutter ensemble. Nous allons lutter ensemble, être unis. Parce que si on n'est pas unis, on ne sera pas libre. Non, mais on n'est pas libre du tout. La France nous fatigue beaucoup. C'est comme ça que les autres pays seront attaqués. Donc, il faut que nous soyons mobilisés et ensemble, nous allons mener la lutte.